Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons en cette nouvelle année, et comme toutes les semaines, sur le site conseilducoin.fr et sur notre page Facebook en vidéo afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, tous ces petits soucis du quotidien, des soucis du droit qui peuvent déraper et coûter cher ou au contraire vous permettre de constituer un patrimoine et accessoirement un jour de le transmettre. Bref, c'est notre mission avec vous dans le Conseil du coin et aujourd'hui nous allons nous préoccuper d'un sujet bien particulier, l'investissement. On va essayer de répondre à une question stratégique et pas simple en ce moment, à une période de taux très bas, voire taux négatifs dans certains cas, on va vous l'expliquer. Comment investir en 2019 ? Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Benoît Renaud, le directeur de l'UNOFI, l'Union notariale financière. Bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, taux négatif, vous en avez peut-être entendu parler déjà, puisqu'il y a eu une polémique ces derniers jours autour du livret A, à cause de l'inflation, ce qui était autrefois un placement sûr, est devenu une mauvaise affaire, avec un taux d'intérêt à 0,75% et une inflation à 2%, mécaniquement, que l'on le veuille ou non, on perd de l'argent. L'assurance vie ne fait pas beaucoup mieux puisque les taux servis sont autour de 1,8%. Là encore, on est en dessous de l'inflation. Bref, ça, c'est pas de l'investissement ou ce n'est pas faire fructifier son patrimoine, c'est le placer, Benoît Renaud, le protéger. D'abord, c'est pas un taux négatif. Le taux négatif, c'est ce que facturent les banques aux dépositaires quand on facture à moins 0,40. Le taux négatif, c'est quand l'État français va emprunter à 2 ans sur les marchés et qu'il se rémunère cet argent à moins 0,20. Là, c'est des taux négatifs, c'est-à-dire que vous arrivez avec un capital et à la fin, vous avez remboursé moins que le capital emprunté. Lorsqu'on vous rémunère à 0,75 sur un livret A, livret d'épargne, il faut voir que c'est net d'impôt. Et donc, il faut prendre en compte le taux d'imposition. Oui, mais à la fin de l'année, votre capital a baissé en pouvoir d'achat. Alors, le capital n'a pas baissé. C'est le pouvoir d'achat en valeur absolue qui, face à une inflation, si on tient compte de l'inflation avec les produits pétroliers à 2%, si on enlève les produits pétroliers et un certain nombre de produits qui sont manufacturés qui ne sont pas manufacturés comme le tabac et autres, on est plutôt à une inflation à 1,2. Ceci dit, c'est un débat technique d'économistes et je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est totalement vrai, c'est que nous sommes depuis maintenant 4-5 ans entrés dans un moment de taux bas, c'est-à-dire avec une inflation qui était quasiment jugulée aux alentours de 0 ou 1%. Et depuis que la Banque centrale européenne pour les continents européens et la Fed pour les continents américains avaient entamé les programmes de quantitative easing, c'est-à-dire d'achat très important sur les marchés de dette pour arriver à juguler l'inflation et les montées des taux d'intérêt. En tant que journaliste économique, je vais rajouter qu'il s'agit quand même de la création monétaire qui cache son nom. Oui, bien sûr. Mais c'est une bien sûr. On fait tourner la planche à billets, mais sur le marché secondaire. Voilà. Ceci dit, c'est une planche à billets qui ressort. Parce que la différence de la planche à billets, c'est que vous mettez l'argent dans le commerce, vous n'y touchez plus. Quand vous achetez du papier auprès des États, vous l'avez en caisse et il faudra bien le revendre. C'est d'ailleurs le problème actuellement de la Fed, qui a arrêté depuis maintenant près d'1 an et demi le quantitative easing et qui se dit comment vais-je faire pour revendre toutes ces obligations que j'ai qui vont à un moment ou à un autre arriver à échéance. Mais ça, on le sait, Benoît Renaud, ce sera réglé lors de la prochaine crise financière. Soyons... Non, puis en plus, je crois que ça dépasse un tout petit peu nos compétences à nous. Ça dépasse notre sujet. Et notre quotidien du sujet. Ça dépasse notre sujet encore que pas tant que ça, parce que la question, je vous rappelle, la question du jour, c'est comment investir en 2019 ? Et dans la réponse, il faut aussi dire comment protéger son patrimoine. Eh bien, j'allais y venir, justement. Mais je voulais justement revenir sur cette manière de voir les choses, parce que nous avons une frange de population qui s'était habituée à avoir des taux de rentabilité relativement élevés, rentabilité qui aujourd'hui a disparu. Pourquoi ? Parce que le marché, il est cohérent. Lorsque vous avez des investissements bancaires entre États ou entre banques qui sont rémunérés à des taux excessivement bas, lorsque les banques prêtent pour des investissements immobiliers sur 15 ans ou sur 20 ans à des taux qui sont à 1,20 ou 1,50%. Ce qui, pour faire simple, est de l'argent gratuit. Ce qui, pour faire simple, est bien intéressant pour beaucoup. Vous ne pouvez pas espérer avoir des rendements à 5 ou 6% comme avant. La seule chose qui peut à ce moment-là, et on va y venir, je crois, est important, c'est de savoir quelle est la notion de risque que l'on accepte. Plus on accepte une notion de risque, plus ce risque est rémunéré et plus le taux d'intérêt potentiel sur une durée courte est important. Comme on fait
du conseil patrimonial entre guillemets pour les nuls dans ce rendez-vous. J'ai bien Le fait de risque, venir. non mais il faut être concret. On est Le d'accord. risque, rappelons ce que c'est de perdre une partie, voire la totalité de son capital. Alors, ça n'est en ça, le aucun- risque. Voilà, il n'y a jamais eu de placement sécurité. Les placements qui vous garantissent 100% du capital n'existent plus ou n'existent pas. Et ceux qui pensent que même dans l'immobilier, on a un placement à 100% du capital garanti, c'est faux. Bon, un Tout bon peut du arriver. Trésor, en théorie, c'est 100% garanti jusqu'au jour où... Le Trésor fait faillite. Voilà. Et Mais des États en ça fait, faillite, il y en longtemps a que eu. c'est pas arrivé. Oui, bien sûr, et on ne le souhaite pas que ça arrive. Non, mais par exemple, si aujourd'hui on achète des bons du Trésor américain, le risque que le bon du Trésor américain soit décoté à 25 ou 50%, Sauf que vous l'avez acheté en dollars et vous avez le risque de change. voilà. Donc le risque, il existe toujours quelque part. Donc aujourd'hui, c'est toujours le même problème, on se base sur les résultats du passé pour essayer de prédire l'avenir. Or, le passé n'engage pas l'avenir. Il faut simplement essayer d'avoir un tout petit peu de cohérence dans son placement. La première chose, c'est d'avoir 80% des investissements que l'on fait qui soient, je le pense pour l'instant, plutôt faciles à liquider. C'est-à-dire, quand on dit liquider, rendre liquide pour pouvoir se réorienter, pour pouvoir arbitrer. Aujourd'hui, si on s'engage sur des placements à long terme, il faudra avoir le cœur assez bien vissé, ou alors savoir que ces sommes-là, on n'en aura pas besoin tout de suite. Donc là, je sors l'adage classique. Il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et surtout, il faut pouvoir les récupérer certains œufs très rapidement. Exactement. Mais avant, le taux de liquidité que l'on avait, on préconisait 20 à 30% de taux de liquidité ou de valeur. Et là, assez vous avez facile. dit 80%. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je parle sur l'investissement qu'on va faire, je ne parle pas sur ce qui est déjà fait. D'accord. Vous me demandez ce qu'on va faire en 2019 avec les capitaux qu'on peut recevoir. Je pense que pour Sauf l'instant... que si aujourd'hui on a son patrimoine qui est bloqué à 80%, vous auriez tendance à dire essayez de le sortir. Bah, ça dépend sur quel produit vous êtes Voilà, bloqué. par exemple, de l'immobilier, en ce moment, c'est le moment Non, pour alors vendre. si vous êtes bloqué sur de l'immobilier, d'abord on n'est pas bloqué, on est investi et c'est tant mieux. Et il ne faut pas en sortir. Aujourd'hui, la fiscalité de l'immobilier, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une fiscalité aussi confiscatoire. Il faut regarder au cas par cas. J'entends, et c'est notre métier à tous, de fréquenter des gens qui ont un investissement depuis 10-15 ans dans de l'immobilier ou qui veulent investir dans l'immobilier. Et j'entends pour certains... C'est pas la même chose celui qui l'a depuis 15 ans et celui qui veut investir aujourd'hui. Ben, celui qui l'a depuis 15 ans a plus de chances que celui qui veut le faire aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est évident. Ceci dit, malheureusement, l'État a fait un choix qui disqualifie l'immobilier au départ en imposant encore l'IFI et en taxant les revenus fonciers de façon différente par rapport aux revenus financiers. Sans compter les fameux droits de mutation qui renchérissent artificiellement le bien à chaque transaction. On est tout à fait d'accord. Mais bon, quand vous achetez éventuellement encore du neuf, vous pouvez avoir, pour certains investissements, des avantages sur les droits de mutation. Vous êtes en TVA, c'est un peu moins cher. Ceci dit, vous avez tout à fait raison. L'immobilier en foncier en investissement aujourd'hui est un peu disqualifié par rapport aux financiers parce qu'il y a une rupture de l'égalité de traitement des revenus. Les revenus financiers aujourd'hui sont sur la flat tax ou au choix sur l'impôt. Les revenus fonciers prennent la CSG CRDS plus le taux marginal d'impôt. Bon, si ce n'est que lorsqu'on parle d'immobilier, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a les revenus quand ça travaille et il y a le fruit de la vente, la plus-value, lorsqu'on fait une transaction. Oui. Et quand en plus c'est la résidence principale, là, c'est la fête. Ça, pardonnez-moi de le dire, et je respecte tout à fait votre propos, mais c'est une erreur que beaucoup de gens font en pensant plus-value sur la résidence principale. La résidence principale, ce n'est pas un investissement. La résidence principale, c'est là où on habite, c'est là où on se loge, c'est là où on loge sa famille, et il ne faut pas raisonner objectivement en outil d'investissement économique. C'est très bien parce que ça garantit pour l'avenir de ne pas avoir, quand on aura moins de revenus au moment de la retraite ou d'autres, à se loger. Ça veut dire qu'on sera à l'abri d'un certain nombre de choses et tant mieux si ça peut se révéler un investissement productif en matière pour créer des plus-values. Mais si on a exonéré la vente de la résidence principale de plus-value, c'était pour permettre à chacun de bénéficier de cette spirale positive qui fait que lorsque la famille s'agrandit, on a besoin de changer de maison. Lorsqu'on déménage pour trouver un nouveau boulot, on a besoin de changer de maison. Et il ne faut pas que ce soit impacté par une plus-value négative au moment où on a besoin d'une pièce de plus pour un enfant ou parce qu'on va faire 200 km. Malgré tout, à chaque fois, il y a les droits de mutation qui s'ajoutent. Oui, mais ça, les droits de mutation, finalement, bon, ça fait partie du prix. En revanche, la plus-value ne doit pas être quelque chose qui empêche d'investir parce que la famille s'agrandit, parce qu'on change de boulot, etc. Ce qui n'est pas la même chose dans les investissements, comme vous avez dit,
qui dorment, entre guillemets, cette fameuse rente dont on nous parle, dont on nous rabat les oreilles et qui m'exaspère. Je le lisais encore dernièrement dans un ouvrage d'un écrivain qui vient de sortir. Il disait « J'ai découvert en 2003-2004 que mon appartement gagnait plus par jour que moi ». Oui, un certain Michel Houellebecq dans Sérotonine. C'est désagréable au possible parce que ça jette l'opprobre sur quelque chose. C'est vrai. C'est vrai quand on regarde ça avec le nez collé au pare-brise. Il faut de temps en temps prendre un peu de recul. Il faut savoir que c'est un investissement qui est rémunéré tout simplement parce qu'il paye quelque chose. Lorsqu'on investit, par exemple, dans une SCPI qui paye sur des murs de bureaux ou sur des murs d'entreprise, c'est une aide à l'investissement pour l'entreprise qui a besoin de faire ça. Et il faut bien que quelqu'un le finance, et il faut bien que ce soit rémunéré. C'est l'offre et la demande. Là, on va être concret pour nos auditeurs, pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook. On est quand même mécaniquement à la fin d'un certain cycle. Après 15 années, 20 années de croissance démesuré des prix de l'immobilier. 10 arrondissements parisiens sur 20 ont dépassé les 10 000 euros. Tout à fait. La plupart des grandes villes de province et des villes de taille moyenne ont atteint des prix aussi assez impressionnants. Le prix moyen du mètre carré en France a dépassé les 3 000 euros. À côté de ça, il y a un marché de l'immobilier qui est complètement à l'arrêt, et vos confrères notaires le savent, il y a des biens qui sont invendables, le marché de la résidence secondaire est vraiment à tonnes, et puis il y a tout un tas de biens dans les vous savez, ce que vous êtes en train de décrire est tout simplement l'inégalité des territoires. Nous avons effectivement un décrochage d'un certain nombre de territoires, et quand on me parle de crise du logement, évidemment sur Paris et banlieue, couronne, il y a une crise du logement. Vous pouvez prendre 15 000 Parisiens en moins tous les ans. Un arrondissement de Paris a disparu en 5 ans. Vous allez à 45 minutes de Paris, vous prenez soit un TGV, soit une voiture, vous allez à 45 minutes, vous trouvez des pavillons et des maisons qui sont quasiment, je ne dis pas offertes, mais qui ne trouvent pas propriétaires. Et je ne parle pas si vous allez à 1h30. Bon, il y a le transport encore. Voilà, il y a le transport, il y a tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est qu'il y a deux vies, il y a trois vies. Mais la parenthèse, c'était que là, on a quand même un marché de l'immobilier qui était une part non négligeable de l'investissement, qui a dépassé toute rationalité et qui a créé une caste de super privilégiés, ceux qui ont pu acquérir au cours des 10-15 dernières années, et une caste d'exclus définitivement du jeu. N'oublions pas quand même que les plus-values qui, à l'époque, avaient été à 15 ans, ont été montées à 30 ans, et ce qui, là, vient quand même un tout petit peu perturber le travail de ceux qui investissent dans l'immobilier. Je reviens quand même dans cette question majeure que vous nous avez posée, où investir. Déjà, il y a le choix entre l'immobilier, qui est forcément moins liquide, et les produits boursiers ou les produits financiers. On rappelle que la bourse s'est cassée la gueule un peu partout, en France et pas seulement, aux États-Unis, au cours des derniers mois. Donc on pourrait se dire, tiens, comme elle a baissé, c'est le moment de remettre des sous dedans. Alors, il y a la bourse, donc c'est tout ce qui est action, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les fonds euros, vous l'avez dit, qui distribueront cette année aux alentours de l'assurance vie. L'assurance vie sur les fonds euros, puisqu'il y a des multisupports en unité de compte qui sont, eux, des facteurs de risque. Par rapport à la masse principale. Ça représente aujourd'hui, dans les assurances vie, dans les 20%. fonds... Oui, 20%. C'est pas si marginal, parce que c'est ce qui fait la performance quand ça marche bien. Donc, le fonds euro, eh bien, vous allez toucher du 1,80 cette année à peu près, sauf éventuel bonus de diversification pour certains. Ça, c'est pour l'année écoulée, 2018. Pour l'année écoulée. D'ailleurs, j'ai vu que les prévisions pour 2019 étaient meilleures. Oui, parce que... On annonce des taux un peu en hausse. Tout simplement parce que si vous prenez, on prend en général comme ratio l'OAT, c'est-à-dire l'emprunt d'État à 10 ans français. L'année dernière, il était à 0,79 en fin d'année. Cette année, en fin d'année 2018, il est à 0,70 et il a oscillé, mais il a une tendance un peu haussière. Donc, les prévisions, avec le programme de la BCE qui va s'arrêter, etc., disent que normalement, début du deuxième semestre 2019, devrait y avoir une remontée des taux, donc on pourrait espérer. Ça fait un petit bout de temps qu'on nous parle de cette remontée des taux, oui, mais bon, bref, l'assurance vie pourrait... L'assurance vie sur les fonds euros pourrait reprendre des couleurs. Ce qui est important, c'est justement cette diversification. Nous parlions de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Eh bien, on y est. Déjà, la première, donc je rappelle pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur Facebook, la première chose que vous conseillez aujourd'hui, c'est, au lieu de faire 80-20, 20% liquide ou 30% liquide et 70 ou 80% figé long terme, vous dites, allez, en 2019, on inverse tout ce qu'on fait de nouveau, on le met majoritairement dans du liquide et minoritairement dans du long terme. Dans du disponible.
vous distinguez le disponible du liquide. Oui, parce que le liquide, ça va Est-ce qu'on dit, par exemple, l'immobilier, c'est disponible ou liquide? C'est plutôt quand même figé, c'est du long terme, l'immobilier. Oui, sauf qu'on peut le mettre en vente, et puis comme il y a un marché, si on est bien placé, ça part vite. Mais le potentiel se révèle quand même au bout d'un certain temps. Même si vous prenez des SCPI qui sont beaucoup plus liquides, beaucoup plus fluides que de l'investissement en direct dans de l'immobilier, vous avez à boire un marché secondaire, la rentabilité du produit ne se révèle véritablement qu'à 4-5 ans. Sans être catastrophiste, Benoît Renaud, je vais être encore plus concret. Est-ce que la liquidité aujourd'hui, c'est pas une disponibilité à 15 jours, là où par exemple un produit immobilier, il faut mettre en vente, trouver un acquéreur, attendre le délai administratif exactement... qui fait qu'une vente peut se conclure en 4 mois si on a de la chance et en beaucoup plus si on n'en a pas. Non, mais surtout si le contexte macroéconomique vous n'êtes pas catastrophique, vous décrivez la réalité du marché. C'est ce qui s'est passé il y a exactement 10 ans. Nous sommes en 2019. Oui. En 2009, la crise venait de démarrer. 2008, oui. Mais bon, c'est en 2009 que le marché immobilier a sorti. J'ai mis 1 an et demi à vendre une maison qui s'était vendue en une semaine ou 10 jours, 2 ans avant. Mais vous décrivez tout simplement la réalité d'un investissement. La vérité d'hier n'est pas la vérité de demain, et il faut toujours être méfiant. Pour l'immobilier, on sait que la liquidité et le marché, ça peut être un peu plus compliqué. Le marché est à l'arrêt. Exactement. Et donc, si vous en avez besoin parce que vous avez un trou dans la toiture et qu'il faut payer les impôts ou qu'il y a une difficulté importante, eh bien, vous ne pouvez pas. Et la deuxième difficulté dans l'immobilier, c'est que si vous avez mis 200 000 euros ou 300 000 euros dans le machin, vous ne pouvez pas en récupérer 20 000. Quand vous les avez mis... Alors que l'assurance vie, on peut faire un rachat partiel, par exemple. L'assurance vie, on peut en faire un rachat partiel. La SCPI, j'y reviens parce que c'est de l'immobilier papier, c'est un peu différent. Alors ceux qui suivent nos émissions les unes les autres, on va faire plusieurs émissions sur ce sujet-là, et on en a une spécialement sur la SCPI qui sera diffusée la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord, donc je n'interviens pas plus, mais c'est pour simplement dire que c'est plus facile de segmenter lorsqu'on a besoin de faire des rachats, et c'est donc plus facile d'arbitrer. Ceci dit, je confirme ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un tout petit peu opaque. On ne sait pas ce qui va se devenir. Je ne fais pas de macroéconomie politique, mais vous avez bien remarqué quand même qu'entre un président américain qui a une manière de gouverner un petit peu à lui, que le représentant de la Fed, M. Powell, se trouve aujourd'hui un tout petit peu plus calme parce qu'il n'ose pas trop dire au marché qu'ils vont continuer leur politique, que les Chinois, en matière de croissance, ont baissé, alors toutes choses étant égales par ailleurs, ils sont baissés à 6,2 alors qu'ils étaient à 7, la croissance, il ne faut quand même pas pleurer. Mais il y a aussi beaucoup de dettes accumulées mondialement. Et puis il y a la dette, et puis il y a le Brexit dont on ne sait pas ce qu'il va donner, les élections européennes on ne sait pas, une chancelière allemande qui a un peu de mal, les Italiens qui ont un budget qui a du mal à passer. Vous avez remarqué que je ne parle pas. Vous avez remarqué que je ne parle pas de la France. Donc je reste discret. Pour dire les choses autrement, on est dans le potage. On a beaucoup d'analystes, de prévisionnistes, d'experts qui disent il y a une purge. De la bulle financière, une purge de la bulle immobilière qui pourrait arriver. Et donc, c'est le moment d'être prudent. On a entendu 2-3 grands experts qui sont toujours de magnifiques oracles nous prédire qu'on allait arriver à un moment où ça allait exploser. C'est très facile de le dire. À force de le dire, un jour, ils auront peut-être raison. Mais malheureusement, je ne l'espère pas. Il faut être clair, on est dans une situation depuis 4 ans, je vous l'ai dit, avec des taux très bas. Forcément, au fur et à mesure, les réserves de rentabilité s'assèchent, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut attendre pour pouvoir j'allais dire sauter sur l'occasion, mais en tout cas profiter immédiatement de ce qui semble être des reprises à droite ou à gauche. Donc, autre conseil, être agile, être souple, mobile, et opportuniste même. D'où l'intérêt, c'est pour ça que je reviens sur mes produits assurance vie avec des unités de compte de la multigestion, parce que ça vous permet de faire des arbitrages qui ne sont pas la plupart du temps taxés et qui ne sont pas la plupart du temps C'est-à-dire qu'on peut déplacer l'argent sans que ça coûte. Oui, alors après, vous ne pouvez pas faire passer votre temps à faire des zigs et des zags et avoir... parce que c'est un manque de cohérence, et il faut savoir quand même regarder, même à court terme, sur des périodes données. Mais quand vous considérez que, par exemple, l'économie du Pacifique ou l'économie des pays émergents est en train de se redresser, que le Brésil va faire mieux, que l'Argentine est peut-être un peu moins bien, eh bien, ça vous permet de l'avoir. Et si vous faites ça sur des fonds mutualisés,
eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas faire de gros coups, mais vous pouvez faire des coups raisonnables en ayant une rentabilité qui soit intéressante. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut avoir une forme d'agilité, il faut avoir la vision claire des choses, mais surtout, et ça, je crois que c'est vrai partout, il ne faut pas rester sur l'écume de la mer, il faut avoir quelque chose une théorie assez claire et s'y tenir. Il n'y a rien de pire. Qu'est-ce que vous appelez rester sur l'écume de la mer ? Eh ben, ça veut dire qu'on écoute un peu le vent qui passe. Dès qu'il y a un ressac, on sursaute et on accourt chez son... Voilà, et à ce moment-là, on met un gros coup de frein. Vous savez comme moi que quand vous êtes sur une route et que ça commence à glisser, le meilleur moyen, c'est pas de commencer à freiner très fort. Eh bien, il faut savoir réagir en douceur. Un dernier point, parce que finalement, on pourrait passer des heures à parler de ce sujet. Et ça fait déjà une vingtaine de minutes, vous reviendrez volontiers. Un sujet que certains observateurs regardent de très près à chaque fois qu'on annonce d'éventuelles difficultés, c'est le marché de l'art. Oui. Et on a vu au cours des 12 à 18 derniers mois tout un tas d'œuvres d'art, alors certaines célèbres, d'autres beaucoup moins, atteindre des prix complètement délirant. Là encore, dernièrement, j'ai vu un dessin estimé à 200 000 euros qui est parti à 1 million d'euros, qui avait été trouvé par une grand-mère dans son grenier. Et puis, des tableaux, dont très célèbres de Léonard de Vinci ou d'autres, qui atteignent des valeurs incroyables, 40 millions de dollars. Est-ce que le marché de l'art n'est pas une valeur refuge et aussi d'investissement intéressante si on se dit qu'il y a des orages à l'horizon? Je ne sais pas si vos auditeurs sont tous concernés par les achats de tableaux à 40 millions de dollars chez Vinci. Non, mais un tableau, un dessin à 200 000 vendu à 1 million... Si on le trouve dans son grenier, oui, ça peut être une très bonne opportunité. On peut opportunité. aussi investir à 20 000 et espérer en tirer 100 000. Ça s'appelle le loto, c'est bien. Sur l'union notariale financière qui est... conseil en matière d'investissement prudent, qui est conseil en matière d'investissement, on va dire, en bon père de famille. Et je vais éviter de vous parler du marché de l'art, même si je reconnais que ça fait partie sûrement des bonnes fortunes. Mais c'est tellement aléatoire. Et vous indiquiez tout à l'heure les difficultés que vous aviez eues il y a une dizaine d'années pour vendre une maison. Celui qui a acheté quelque chose qui était porteur et qui 3 ans plus tard se retrouve avec le même dessin parce que l'auteur est un peu moins porteur, il trouvera aussi que le marché de l'art est compliqué. Donc, c'est pas tout à fait mon domaine. Et voilà. C'était aussi parce que le marché de l'art étant... il y a un effet d'aubaine autour du marché de l'art. Il est absent de l'IFI, la fiscalité est intéressante. Alors, vous me permettrez, juste avant de conclure, si vous le souhaitez, de dire un mot. Justement, vous parliez de l'IFI, de l'ISF, etc. L'IFI est un repoussoir pour un certain nombre de gens, parce que, on parlait de la politique des territoires et du logement, parce que dans leur secteur, que ce soit Paris-la Couronne, que ce soit Lyon, que ce soit Lille, l'immobilier vaut suffisamment cher qui fait que la résidence principale va déjà les amener au seuil de l'IFI. Et donc, dès qu'ils vont franchir ce seuil de l'IFI en investissant dans l'immobilier, ils se trouvent mécaniquement pénalisés par rapport à des gens qui habitent peut-être en Meurthe-et-Moselle, en Corrèze ou ailleurs, et qui ont un bien immobilier tout aussi beau, mais qui est coté moins fort parce qu'il est situé à cet endroit-là, et qui peuvent plus investir dans l'immobilier. L'IFI est un impôt idiot, c'est un impôt qui vient bloquer les gens dans l'investissement immobilier et qui est inéquitable, compte tenu justement que cette résidence principale vient la plupart du temps manger le plus gros de l'abattement dans les régions où l'immobilier vaut plus cher. Donc ça, c'est vraiment dommage. J'en profite, j'ai une ouverture, je le dis, mais en tant que professionnel, c'est vraiment dommage. Quand en plus, il y a cette... En ce moment, on ne parle pas de supprimer l'IFI, on parle plutôt de rétablir l'ISF. C'est pas parce qu'il y a des mouvements qui sont, j'allais dire, un petit peu de foule, qu'on doit penser qu'ils ont toujours raison. En ce sens, je trouve qu'on aurait mieux fait d'essayer de trouver un système, voire de le supprimer. Ça ne rapporte pas beaucoup plus et ça aura relancé l'immobilier. N'oublions pas que l'immobilier, c'est aussi pour les entreprises, c'est aussi pour les bureaux et ça compte de pouvoir investir dans l'outil de travail en France. De toute façon, il y a un problème d'immobilier et de logement et de bâtiments professionnels. Oui. C'est très clair. Alors, j'ai quand même des questions d'auditeurs et donc je vais vous les soumettre. Alors, mon conseiller en gestion de patrimoine me suggère d'investir sur des marchés étrangers, des marchés émergents, en disant que la croissance est là-bas et que les risques y sont moindres, mais cela me fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'UNOFI ? Eh bien, vous m'avez entendu le dire, c'est un choix justement stratégique de penser que les pays émergents ont une croissance importante, c'est vrai.
il y a deux risques. Le premier, c'est que... Qu'est-ce qu'on appelle pays émergents, d'ailleurs? C'est des pays, pas que l'Asie. Non, mais c'est pays comme le Brésil, comme l'Inde. Le Brésil, ça a changé. Et si on écoute certains analystes, le Brésil, ça va beaucoup bouger. Mais oui, il y a un nouveau président depuis début janvier qui est arrivé. Vous savez, on ne peut pas augurer l'avenir. Oui, mais il faut se méfier. Aux États-Unis, on sait ce qu'on a eu comme président depuis 2 ans. C'est la machine économique, elle tourne merveilleusement. Qui a des performances économiques exceptionnelles. Voilà, et pour autant... Mais la bourse américaine a chuté, pourtant. Et elle vient de remonter. Et pour autant, tout le monde n'est pas d'accord, loin s'en faut, avec sa manière de faire et même avec ses idées, j'en conviens. Ceci dit, les paramètres économiques sont, eux, parfaits. Les marchés, en général, n'ont pas de conscience économique et politique. Donc les marchés émergents, vous diriez oui, non, bof? Non, je dis que c'est effectivement une source potentielle de développement. Attention au risque de change. Ne l'oublions pas, parce que la plupart des marchés émergents... Le risque de change, c'est comme les actions. C'est tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc au pire, si on reste dans la monnaie question... Donc c'est ce qu'on dit, il ne faut pas avoir besoin de partir trop vite. Ou alors aller s'installer aux États-Unis si on a des dollars. Oui, mais bon... Ou s'installer en Chine si on a des yuan. On est d'accord. Bon, mes amis, autre question auditeur, mes amis me disent que la crise est devant nous et me conseillent d'acheter de l'or, car on peut protéger ainsi son capital et même gagner de l'argent. Alors, on met de l'or à l'Unofi ou pas dans le panier? L'or, ça a toujours été la valeur refuge. C'est quelque chose à manier, non pas avec précaution, mais être prudent, parce que le cours de l'or, effectivement, évolue. N'oublions pas quand même, pour un certain nombre de gens qui l'ignorent, c'est que quand on a de l'or, avant, c'était réputé intéressant parce qu'il y avait une forme d'anonymat. Il n'y en a pas du tout, quand vous devez le vendre. Alors évidemment, l'argent arrive sur un compte ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire la transmission de la main à la main est plus facile lorsque vous avez quelques Napoléons. Encore faut-il pour qu'ils ne perdent pas de valeur, qu'ils soient bien conservés, qu'ils soient bien, garantis dans des sacs et qu'ils ne s'entrechoquent pas, que les choses soient propres et que vous puissiez évidemment les vendre. Je pense que ça reste quand même du fantasme. Si ce n'est qu'avec l'or, on ne perd jamais tout. Au moins, on est certain d'avoir quand même quelque chose dans la poche. C'est tout à fait vrai. Maintenant, je ne considère pas que ce soit un placement de rentabilité et de rapport. C'est un placement d'éventuel de plus-value. Mais quand vous avez besoin de revenus, de création de revenus et de création de richesses régulières, là, vous êtes sur un potentiel de plus-value. Voilà. Qui est d'ailleurs taxé, sans compter qu'il y a une fiscalité à l'achat et à la revente avec l'or. Merci infiniment, Benoît Renaud. On n'a évidemment pas du tout fait le tour du sujet comment investir en 2019. On l'a à peine défriché. Si on arrivait en 20 minutes à savoir ce qu'il faut faire en 2019 en investissement, ce serait merveilleux. Un rendez-vous moyen avec vous pour évaluer la situation financière patrimoniale d'un client, c'est quoi? C'est 2 heures? Alors, d'abord, ce n'est pas un rendez-vous avec nous, c'est un rendez-vous avec le notaire. L'union notariale financière ne fonctionne qu'avec le notaire, c'est-à-dire qu'un notaire rencontre son client, il a les compétences pour faire une analyse globale du patrimoine des clients et de savoir ce qui se passe en matière civile. N'oublions pas que les notaires sont les meilleurs civilistes que je connaisse. Et une fois qu'on a fait une analyse civile, on peut passer dans l'analyse patrimoniale, voire fiscale, à l'aide du technicien du NOFI, avec son expertise sur les produits, les marchés financiers. Et en moyenne, lorsqu'on fait un vrai tour de table, oui, c'est 1h30. Oui. 1h30, d'accord. On arrive avec des documents, avec des chiffres, on arrive avec tout ce qu'on peut avoir. Quand vous allez voir votre médecin et que vous avez une pathologie, vous essayez de lui apporter 2-3 informations. C'est un peu pareil. Le type qui vient en nous disant « Ah oui, j'ai oublié ma déclaration d'impôt. Non, mais ma maison, je ne sais plus. Attendez, il faut que je regarde. » On arrive avec les titres de propriété. Pas forcément les titres. Le notaire est là pour ça. J'espère que les clients, et ils le doivent, sont fidèles à leur notaire, à leur étude. Donc quand j'arrive dans l'étude et que le notaire connaît son client, eh bien, il a déjà devant lui la carte grise de son client. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand il y a eu la dernière révision. Et là, on va commencer à regarder le moteur, on va regarder quels sont les patrimoines. Aussi, on ne fait pas les mêmes choix à 50 ans qu'à 40 ou à 60. Les enfants restent à élever, les enfants sont partis, les enfants font des études. J'ai besoin de commencer à transmettre. Aujourd'hui, l'âge moyen pour hériter en France, c'est 62 ans. À 62 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'on en avait à 45. Par contre, les enfants qui en ont 32, ils en ont peut-être besoin, eux. Donc là, il y a une génération, il y a plein de choix. Mentalement, c'est pas encore prêt dans tous les esprits. Nous sommes là pour aider à conjuguer le droit civil, les donations transgénérationnelles, les rares renonciations anticipées à la réserve, etc., avec des mécanismes financiers. C'est pour ça que ça prend une bonne heure et demie.
Merci infiniment, parce que là, pour le coup, nous, on a pris une bonne demi-heure. Benoît Renaud, qui est Merci. donc le directeur de l'UNOFI, l'Union notariale financière. Et puis, je vous rappelle évidemment que vous retrouvez ce rendez-vous toutes les semaines sur notre page Facebook et sur le conseilducoin.fr sur Internet. Vous pouvez nous poser des questions à conseilducoin@notaire.fr. Et bien évidemment, le Conseil du Coin, c'est tous les premiers samedis du mois, un peu partout en France, des notaires qui vous donnent des conseils offerts si vous venez les solliciter. À la semaine prochaine. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.